9 milliards de francs CFA et ambitionne de faire du Sénégal une vitrine de la recherche sur le continent. Les spécialistes de la vente aux enchères à la loupe dans la rubrique métier, les commissaires priseurs ne sont pas très connus au Sénégal et pourtant ils jouent un grand rôle dans certaines décisions de justice. Louise Bidza nous aide à faire davantage connaissance avec ses officiers publics. Dans l'actualité sportive, finale de la Coupe du Sénégal, Casa Sport NGB, c'est demain le jour de vérité. Le vainqueur empochera 15 millions de francs CFA. Le trophée est parrainé par le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, intéressons-nous d'abord à la fiche d'audience du chef de l'État. Le président Macky Sall a reçu ce matin le ministre français de l'Agriculture. Stéphane Le Foll entame une visite au Sénégal. Il réaffirme la volonté de la France d'accompagner la dynamique de développement du secteur agricole. Élevé au grade de grand officier dans l'Ordre national du Lion, le ministre français de l'Agriculture s'est dit très honoré. Stéphane Le Foll au micro de Oumar Nyinga. D'abord de rappeler les liens qui unissent la France et le Sénégal. Le président de la République a fait part aussi de sa tristesse suite aux attentats en France. Et moi, j'ai rappelé la volonté de la France de réaffirmer l'amitié et surtout la coopération entre la France et le Sénégal. On a après discuté d'un certain nombre de sujets, en particulier des sujets agricoles. Et avec le ministre de l'Agriculture, on va maintenant passer 2 jours, enfin une journée, une après-midi et une journée, à aller sur le terrain et à faire en sorte que, à la fois en termes de recherche, en termes d'application des nouvelles innovations, entre la France et le Sénégal, les choses puissent aller le plus vite possible. Il y aura une rencontre bilatérale au mois de septembre entre les 2 gouvernements français et sénégalais, puisque le Premier ministre français, Manuel Valls, viendra. Il y aura une visite officielle du président en France d'ici la fin de l'année. Et puis pendant ce temps-là, nous, on va travailler sur des sujets concrets, sur l'agriculture, pour faire avancer cette coopération et aider bien sûr à l'émergence de projets nouveaux. Et nous avons ensemble défini une stratégie qui permette à la fois de fertiliser les sols, de développer la production agricole et en même temps de lutter contre le réchauffement climatique. Je suis très fier et très honoré d'avoir été décoré ce matin par le président. Et un mot, écoutez, que maintenant je vais porter cet insigne du lion avec, je l'ai dit, beaucoup de fierté. Et c'est un honneur qui m'a été fait et j'en mesure tout à fait la portée et donc je suis très fier. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a été également reçu par le président de la République. Il est un porteur du message du président Buhari à son homologue le président Macky Sall. Le président nigérian a dit compter sur le leadership de son homologue sénégalais pour donner un nouveau souffle à la CEDEAO et à l'Union africaine. Le voici à sa sortie d'audience au micro de Oumar Nyinga. J'étais envoyé par le président du Nigeria, le président Buhari. Il m'avait chargé de venir avec un message pour le président Macky Sall. Et en gros, c'était d'abord pour lui féliciter et remercier pour la coopération qu'il a reçue dans le cadre de la CEDEAO et aussi dans le cadre de l'Union africaine. Et il aimerait que certains de ces chefs d'État et surtout le président de Sénégal coopèrent pour donner vraiment une nouvelle direction au CEDEAO et aussi à l'Union africaine pour que ces 2 organisations puissent vraiment jouer le rôle important qu'ils ont à jouer pour notre continent. Et il a beaucoup apprécié le leadership de le président Macky Sall et il aimerait que ce contact entre certains de ces chefs d'État de CEDEAO se soit renforcé et qu'ils se concertent
souvent pour vraiment essayer de transformer d'abord notre sous-région et aussi l'Afrique. En fin de mission au Sénégal, le directeur général de la BICIS a été reçu par le chef de l'État, Pierre Béret-Gové, qui a passé 4 années à la tête de la filiale BNP Paribas, d'y apprécier les performances économiques du Sénégal, et la BICIS va continuer à accompagner donc le processus. Il a été élevé au grade de grand officier dans l'ordre national du Lion. Nous l'écoutons au micro de Oumar Nyinga. Le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, m'a fait l'honneur, au moment où je vais quitter le Sénégal pour rejoindre une autre filiale du groupe, de me décorer de l'ordre national du Lion. C'est un immense honneur à la fois pour moi, à titre personnel, mais aussi pour la BICIS que je représente, et pour tous ses collaborateurs qui œuvrent en permanence pour le développement du Sénégal à travers l'ensemble de nos activités, notamment nos activités de financement envers tous les secteurs de l'économie, aussi bien le secteur public, le secteur privé, aussi bien les grandes entreprises que les particuliers. À l'occasion de cette rencontre, j'ai pu faire part au président de l'attachement de notre groupe BNP Paribas à participer au financement de l'économie et au développement du Sénégal, et je l'espère dans des proportions encore plus importantes que ce que nous faisons aujourd'hui, voilà, de se développer encore plus. Dans le siège du Conseil des ministres délocalisé, le chef de l'État a rencontré les acteurs du département de Dakar, autorités religieuses et coutumières, chefs de quartier et autres. Tous ont exprimé leur gratitude au président de la République pour les actes qu'il a posés en faveur de la région de Dakar. Le chef de l'État a remercié le peuple de Dakar donc avant d'appeler la communauté lébou à l'unité. Compte rendu Oumar Nyinga. Dakar s'est fortement mobilisé. Au lendemain du conseil délocalisé, le département devait exprimer sa fierté au président de la République. Entouré des responsables politiques et du commandement territorial, le président Macky Sall reçoit félicitations et remerciements des populations ici représentées. Tour à tour, imams, maîtres coraniques, prêtres, autorités coutumières, tous ont fait bloc pour marquer leur satisfaction. Le marathon sans répit qui vous a permis de sillonner toute la banlieue de Dakar en 5 jours le confirme et nous rassure, mais inquiète vos adversaires politiques. Car cette tournée ponctuée d'inauguration de grandes infrastructures et de pose de première pierre pour des nouvelles réalisations et des prises de grandes importantes décisions sonne comme un avertissement sérieux qui ne leur laissera aucune chance face aux échéances électorales à venir. Je dis, un président paresseux, sans énergie, ne peut pas réaliser cette prouesse. Nous, délégués de quartier, adhérons à la récente et courageuse mesure prise par votre gouvernement de retirer les enfants de la rue. Nous accompagnerons cette décision par un suivi constant, mais aussi par la sensibilisation des Serigne Dara qui sont installés dans nos différents quartiers pour qu'ils comprennent que l'État du Sénégal n'est pas un adversaire de l'islam, mais au contraire, un partenaire avec qui il faut compter pour le rayonnement et la défense des valeurs de cette religion. Dans les quartiers, il y a également des femmes braves qui s'appellent Badianougor. Elles sont bien placées pour apprécier la portée des actes posés par le président Macky Sall. Nous vous félicitons, Monsieur le Président. En 2013, vous avez inauguré un lancement de Ponoma 23. Chaque vaccin coûte 50 000, dont vous avez donné chaque enfant 150 000 en 2013. L'administration du rotavirus, qui est un vaccin qui coûte 24 000,
nos parents ne peuvent pas l'acheter. Vous l'avez administré au niveau du Sénégal. Le pentavalent, l'hépatite B, le ROR pour lutter contre les héroïnes et la rubéole. La CIMU, c'est dans cette grande salle, en septembre, le 20 septembre 2013, que les Badjenogor étaient venus ici vous recevoir sur la couverture maladie universelle. Nous serons avec vous, car la couverture maladie universelle, la gratuité des soins de 0 à 5 ans, la gratuité de la césarienne, la redynamisation du plan Sésame pour nos maris, pour nos frères, et la gratuité du dialyse. Donc, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de développement sans femmes. Ces femmes qui luttent contre les morbidités et les mortalités infanto-juvénile sont devant vous pour exécuter vos ordres. L'ordre, c'est quoi? Nous allons vous accompagner dans votre lourde tâche. Le peuple de Dakar a donc exprimé sa reconnaissance au chef de l'État. En retour, le président Macky Sall a salué toutes les entités représentées dans la salle, avant de revenir sur le sens d'une rencontre qui clôture le Conseil de Dakar, lequel Conseil a alloué une enveloppe conséquente à la région. 1800 milliards de francs CFA qui touchent pratiquement tous les secteurs. Seulement, Dakar peut avoir plus. Mais encore faut-il qu'on règle certains problèmes. Dans ce cadre, le président de la République a encore expliqué sa décision de retrait des enfants de la rue. En reconnaissant le mérite des maîtres coraniques, le chef de l'État évoque la nécessité d'une réorganisation du secteur. Le soutien de l'État passe par là. Mais Dakar, c'est aussi une communauté lébou qui doit être unie. Le président Macky Sall demande aux deux grands sérignes d'œuvrer dans ce sens, pour l'intérêt de la région. L'appel à l'unité s'adresse aussi aux responsables politiques pour préserver les acquis et gagner les combats futurs. Et puis le président guinéen a fait une escale technique hier à Dakar. Le professeur Alpha Condé a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Après un tête-à-tête et une escale de 3 quarts d'heure, le président Condé en partance pour Paris est accompagné par le Premier ministre. Démarrage hier à Dakar de la conférence internationale de préfiguration du musée des civilisations noires. Les participants ont 3 jours pour donner du contenu à ce nouvel outil de valorisation du monde noir. C'est un compte-rendu de Mamadou Samamboa. Émise dès les années 40, approfondie en 1966 lors du Festival mondial des arts nègres, l'idée d'un musée des civilisations noires a aujourd'hui germé pour donner un modèle unique en son genre. Le musée des civilisations noires ne doit être ni un musée anthropologique, ni un musée ethnographique, ni un musée chromatique, ni la copie d'un modèle de musée déjà existant, mais un musée qui reconstruit l'homme d'Abel à Obama et lui permet de se projeter dans le futur. Il doit s'assigner la mission de prendre en charge ce qu'il y a de plus significatif dans tout le patrimoine matériel et immatériel des communautés noires du monde entier sur la longue durée. La conférence de préfiguration qui se tient en ce moment même à Dakar a pour ambition de dessiner les contours du musée et d'en proposer un contenu en intégrant l'ambition des pères fondateurs de la présence africaine. Avec le musée des civilisations noires, le Sénégal offre au monde la note manquante de la symphonie inachevée que fut le Festival mondial des arts nègres. Personne ne conteste la réussite exceptionnelle de ce moment fondateur qui, en 1966, a fait converger sur Dakar et le Sénégal tant de talents venus des 4 continents, des 4 horizons de l'esprit. J'ai cité Léopold Sédar Senghor. Ce temps qui est le nôtre appelle de nouvelles initiatives et l'éveil de notre imagination créatrice, qui, au-delà des choses et des êtres qu'elle invente, doit accoucher de la vie nouvelle, selon le beau mot de Gaston Bachelard. Le gouvernement du Sénégal, porteur du projet,
donne ici une des orientations et se projette sur les résultats attendus de l'institution en rapport avec la marche du monde. Dans la vision de Monsieur le Président de la République, le Musée des civilisations noires doit jouer un rôle essentiel dans l'information et surtout l'éducation des jeunes. Sa vocation doit être de leur inculquer, à partir des médiums de notre temps, nos valeurs de civilisation, notre capacité de résilience et notre conviction que l'émergence est irréversible. Aussi, il semble important aux yeux du président Macky Sall de réinterroger toute notre trajectoire historique pour créer un nouvel état d'esprit et forger un Africain apte à faire face avec esprit de suite, j'allais dire avec organisation et méthode aux défis des temps modernes. Des pays comme l'Égypte ont déjà apporté leur contribution matérielle. Des objets et des vestiges parmi tant d'autres qui devront aider à rétablir l'histoire du monde noir, la vraie. Au premier jour de son séjour au Sénégal, le ministre français de l'Agriculture a visité les parcelles de valorisation des déchets organiques de l'ISRA. Stéphane Le Foll a beaucoup apprécié les nombreux efforts entrepris par le Sénégal dans le domaine de l'agroécologie. Pabouna Tchao. Accompagné de son homologue sénégalais, le ministre français de l'Agriculture s'est rendu à la station ISRA de Sangalkam qui abrite un site de recherche-développement sur la fertilité des déchets organiques. Ici, le laboratoire mixte international LMI développe des expériences sur l'impact des matières organiques sur la qualité des sols à travers l'Observatoire de recherche à long terme sur l'environnement. Sur place, le projet de gestion durable des terres a été aussi présenté à la délégation. La valorisation des déchets organiques, la production de compost, autant de réalisations allant dans le sens de la promotion de l'agroécologie qui ont impressionné le ministre français. Et moi, ce qui m'a frappé là aujourd'hui, c'est les techniques qui sont mises en œuvre, en particulier la microméthanisation ou la méthanisation, très adaptée, facile, simple et techniquement très au point. Mais surtout, après, ce que j'ai dit, c'est surtout les conséquences que ça a sur les différents agriculteurs maraîchers de la zone. Et ce qu'a dit Madame là tout à l'heure sur le fait qu'en ayant remis des systèmes nouveaux en place, eh bien, on fait revenir des jeunes. Mais ça, c'est un message très fort. Et ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que ce qui est fait ici, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans cette problématique qu'on appelle le 4 pour 1000, c'est utile pour le territoire, c'est utile pour le Sénégal, ça sera utile pour l'Afrique, c'est utile pour le monde. Les représentants de la Fédération des producteurs maraîchers des Niayes ont aussi exposé leur maîtrise de la technique de production de biofertilisants, dont sont soulignés les avantages multiples de cette nouvelle technique agricole. Ceci confirme qu'en matière d'agroécologie, le Sénégal est sur le bon sillon. Nous avons pu démontrer sur le terrain que l'agriculture sénégalaise est en train de subir une véritable métamorphose. Pour nous, il ne s'agit pas de produire plus, il s'agit plutôt de produire plus et mieux, en intégrant les approches agroécologiques afin que nous puissions nous inscrire dans la durabilité, afin de garantir aux producteurs des revenus conséquents et stables. Auparavant, une déclaration d'intention pour un partenariat sur la formation professionnelle dans le domaine de l'horticulture a été signée par les ministres de l'Agriculture français et celui de la formation professionnelle du Sénégal. Le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement français a ensuite répondu aux questions de la presse nationale et internationale. Entre autres points abordés, le prochain sommet de Dakar sur la paix et la sécurité, initiative fortement saluée par l'officiel français. Et puis l'Agence nationale de la statistique et de la démographie et l'Union européenne ont signé ce matin un contrat de subvention d'un montant de 459 millions de francs CFA. L'appui financier a pour objectif d'accompagner le Sénégal dans l'élaboration d'une nouvelle année de base des comptes nationaux. Damsila. Les comptes nationaux actuellement basés sur l'année 1999 ne permettent plus de refléter la taille et la structure réelle de l'économie sénégalaise. Pour permettre à notre pays de disposer des données récentes et de s'aligner sur les meilleurs standards internationaux, l'Union européenne a signé un contrat de subvention avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Une enveloppe de 459 millions de francs CFA non remboursables a été dégagée pour une période de 12 mois.
Cette subvention fait partie d'un programme plus vaste de l'appui institutionnel au contrat de réforme sectorielle en appui au développement agricole durable, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Et ce programme dit SANAD est d'un montant total de 39 milliards de francs CFA. Grâce à notre financement, le changement de l'année de base des comptes nationaux sera effectif dès l'année prochaine. Avec cet appui financier, le Sénégal va élaborer une nouvelle année de base des comptes nationaux. Ainsi, les autorités vont disposer des informations fiables qui facilitent la mise en œuvre des politiques publiques. Les comptes nationaux ont tellement changé qu'il faut s'arrêter, faire des investigations très poussées dans tous les secteurs de l'économie, introduire dans les comptes nationaux des éléments qui n'y étaient pas avant. Et les comptables nationaux sont très bien organisés. Quand la base est fixée, c'est avec cette base qu'on progresse. Il y a des nouveautés entre-temps qui viennent. Elles ne sont pas systématiquement prises en compte. Vous avez l'exemple de l'hydraulique rurale, vous avez des exemples comme l'aquaculture. L'élaboration d'une nouvelle année de base des comptes nationaux est l'un des objectifs que l'Agence nationale de la statistique et de la démographie s'est assigné. La structure a démarré depuis un certain temps le recensement général des entreprises sur tout le territoire national. Direction Diamniadio pour visiter le chantier de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. La structure va coûter 9 milliards de francs CFA et compte 4 étages et en plus d'un sous-sol. Ce projet initié par professeur Souleymane Mboup ambitionne de faire du Sénégal une vitrine de la recherche en santé et sur le continent et même au-delà. L'Institut s'intègre dans le plan Sénégal émergent qui accorde une place importante à l'économie du savoir et à la création d'emplois. Les précisions de Oumar Diaw. L'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation tient à un pari, celui d'un homme qui a consacré la moitié de sa vie à la microbiologie en général, la virologie en particulier. Dans ce monde de l'infiniment petit, il voit très grand. Actuellement, le coût est à peu près de 9 milliards. Il se trouve qu'à l'origine, nous avions un coût de 6 milliards à peu près. Ce qui fait qu'on a un gap de 3 milliards. Le renchérissement du coût du projet s'explique par la nature géologique du terrain, mais cela ne constitue pas un obstacle infranchissable. L'Institut va assurer des missions de recherche en santé publique, de conseil à l'État et aux populations, de surveillance épidémiologique. Mais c'est bien dans la formation de pointe que la structure est attendue. Une opportunité de formation de pointe, déjà aux chercheurs africains. Vraiment renforcer cette fibre de la recherche. Faire en sorte que le chercheur lui-même, comme je dis, puisse vivre de sa recherche. L'IRSF, qui se dressera sur 4 niveaux, comportera plusieurs laboratoires, salles de conférences et de travaux divers sur la bactériologie classique, la virologie, l'immunologie et la biologie moléculaire. Sur place, les équipes de chercheurs s'activent déjà sur des machines haut de gamme. Mais comment rentabiliser un tel investissement? C'est par la création de brevets que ces pôles-là arrivent à s'autofinancer. À travers la recherche qu'ils mènent, ils créent des produits qui sont brevetés. Et ce sont ces brevets-là qui permettent, n'est-ce pas, à l'entreprise ou bien à la structure, à l'institut, de générer des ressources. En dehors du CICAD, l'IRSF est le second projet à être en phase opérationnelle sur le site de Diamniadio, même si l'inauguration est prévue en avril 2017. Ce qu'il faut noter ici, c'est l'originalité qu'il y a dans la cohabitation entre l'Institut qui a commencé à fonctionner et la poursuite des travaux. Ce projet s'intègre parfaitement dans le PSE. C'est un projet qui, à terme, va générer 400 emplois. Et vous savez qu'un des objectifs du PSE, justement, c'est la création d'emplois. Dans ce projet, toute la chaîne est sénégalaise. L'ambition est de faire du Sénégal une vitrine de la recherche en santé. Un autre objectif est d'appuyer l'État dans la mise en œuvre de politiques de santé publique par le biais de la recherche et de la surveillance épidémiologique avec toutes ces nouvelles menaces telles Ebola ou Zika.
Et dans le cadre de l'Expo Santé qui se tient à Dakar, à la place du souvenir, le ministre de la Santé et de l'Action sociale organise jusqu'à samedi des journées de consultation gratuites. L'hôpital Dalal Jamm de Golf et le stade Amadou Barry de Guédiawaye ont accueilli des populations. Le ministre de la Santé en a profité pour visiter l'hôpital Dalal Jamm pour constater le déroulement des consultations à Wandiaï. Pour les 72 heures de consultation gratuite, le ministre de la Santé a apprécié la mobilisation des populations. Les consultations se poursuivent en gynécologie, pédiatrie et en médecine générale pour les personnes du 3e âge. Vous savez que monsieur le chef de l'État l'a visité il y a une dizaine de jours. Et aujourd'hui, ce que nous voudrions, c'est que les populations le connaissent mieux, mais également sachent ce qu'elles peuvent attendre de l'hôpital. Aujourd'hui, avec les consultations gratuites, nous avons limité ça aux femmes, notamment les femmes enceintes, puis les enfants et enfin les sujets âgés. L'hôpital Dalal Jamm est un centre hospitalier de référence en Afrique. Ces consultations gratuites permettront d'évaluer les besoins des populations. Cette activité de consultation gratuite nous a permis de tester un peu le dispositif que nous avons mis en place à l'hôpital pour préparer l'ouverture ou le démarrage des activités. Et je pense que là aussi nous sommes assez satisfaits de ce que nous avons vu. Il reste quelques réglages et nous allons profiter de ces 72 heures ou 48 heures pour nous mettre à niveau par rapport à ça et démarrer officiellement un peu les activités de consultation au niveau de l'hôpital Dalal Jamm. Pendant 72 heures, les populations seront sensibilisées sur la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances pour les personnes handicapées. Hommes, femmes, enfants ont fait le déplacement en masse. Pour mettre fin à certaines pathologies, la pharmacie nationale d'approvisionnement est chargée de distribuer les médicaments. Une aide précieuse pour les populations. Et puis l'antenne décentralisée de Radio Sénégal a définitivement pris ses marques à Richard Toll. Un ambitieux programme ayant trait au développement local sera exécuté pendant plusieurs jours. Une démarche de proximité vivement magnifiée par les populations. Lamine Touré. Tout de suite un avant-goût avec François-Xavier Thiaw en direct. Bonjour. Bonjour Birogia Touba et bienvenue à Richard Toll. La parole aux auditeurs, ils sont à la fois sujets de discussion et participants actifs à cette antenne décentralisée de Radio Sénégal pour faire ressortir toutes les potentialités économiques et culturelles de la zone. La direction générale de la RTS a mis les moyens à la disposition d'une équipe engagée à relever le défi de cette initiative de proximité. C'est une initiative de la direction générale de la RTS qui a voulu de cette antenne décentralisée et qui a mis à notre disposition à cette occasion tous les moyens nécessaires pour réaliser ce programme. Nous sommes venus à Richard Toll avec 2 cars, un car de production radio et un car satellitaire pour la transmission justement du son jusqu'à Dakar. C'est à saluer. Je pense que les populations de Richard Toll sont très contentes depuis hier. Les autorités également nous ont témoigné leur fierté pour le choix de la commune de Richard Toll pour cette première antenne décentralisée de Radio Sénégal. Être au service des auditeurs de Richard Toll, voire du département de Dagana, c'est prendre en compte leurs aspirations quotidiennes. Nous sommes venus avec une équipe du journal Parler qui est en train de réaliser une série de reportages sur les sujets qui intéressent Richard Toll, notamment sur le plan économique, l'agriculture, Richard Toll qui joue Richard Toll et le département d'Agana, je dois dire, parce que nous sommes installés à Richard Toll, mais nous essayons de sillonner le département. Ce département qui a une part importante dans le cadre de la politique d'autosuffisance alimentaire en riz cher au chef de l'État. Nous allons réaliser des reportages sur la problématique du sucre, sur les différents aspects de la vie économique à Richard Toll, mais n'oublions pas la culture parce que le Wallo c'est une zone de culture. Nous allons également faire beaucoup de choses au niveau culturel. Je dois signaler d'ailleurs que le samedi on a une veillée culturelle qui va réunir ici au niveau de la mairie tous les artistes de la contrée qui vont revenir justement sur toute l'histoire du Wallo, sur l'histoire des braques, sur l'histoire des femmes d'Ender et sur beaucoup de pans de la culture et de l'histoire du Wallo. Le maire de la ville a effectué en personne le déplacement pour magnifier cette vision inclusive en matière d'information.
C'est important pour nous, ça nous permet de mieux faire connaître notre commune, la culture, l'économie, tout ce que nous faisons, tout ce que l'État aussi fait pour cette commune-là. Et je pense que vous allez vous en rendre compte les jours à venir. Toute la population de Richard-Toll est très contente et très disponible à vous accueillir, à partager avec vous ces 3 jours d'émission avec vous. Le retour de Radio Sénégal à Richard-Toll va sans nul doute accompagner la politique du chef de l'État dans le cadre du programme d'urgence des zones frontalières. Quand le président de la République parlait des zones frontalières, nous avons compris que c'est toutes ces zones de Richard-Toll, de Saint-Louis, en passant par Diama jusqu'à Podor, Matam, qui sont au bord du fleuve, qui sont frontaliers avec la Mauritanie. Nous avons des problèmes parfois d'écoute. Et là, vous venez de régler un de nos problèmes. Et je pense que dans le cadre du paiement, le président de la République réglera des autres problèmes. Et vous, en tout cas, vous avez été les premiers à régler un de nos problèmes. L'antenne décentralisée de Radio Sénégal suscite un grand espoir chez les populations de Richard-Toll, car il s'agit de promouvoir ici le développement local dans toutes ses composantes. Et lancement donc de l'université de la décentralisation. Le ministre de la gouvernance locale et de l'aménagement du territoire a présidé l'événement, un cadre d'échange qui a permis aux acteurs de la décentralisation et aux organisations patronales de cerner le rôle que le secteur privé peut jouer dans la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. Maman Moussagna. Pour une implication effective du secteur privé dans l'avènement des collectivités territoriales, solidairement engagées et économiquement viables, 2 CD posent le débat. Le Cercle des communicants décentralisation a initié la rencontre pour permettre aux différents acteurs de se pencher sur la question. Rôle du secteur privé dans le développement territorial, c'est le thème de la rencontre, un thème qui rejoint un axe phare du plan Sénégal émergent, le PSE qui entend mettre l'accent sur une plus forte impulsion dans la création de richesses d'emplois. Le secteur privé national est l'une des voies raisonnables pour dépasser l'étroitesse du cadre commun de la gestion publique. Il est donc urgent de conclure un nouvel accord avec ce secteur privé, un véritable pacte pour l'émergence. Alors aujourd'hui, il s'agit de rompre la spirale de la théorie du développement économique local pour initier de véritables partenariats gagnant-gagnant. Dans nos territoires, le rôle du secteur privé s'élargit de plus en plus, à telle enseigne que le tandem secteur privé-secteur public devient de plus en plus fort. Il faudrait s'en réjouir. Mais les collectivités territoriales devraient mieux saisir les opportunités qu'offre cette réalité et en tirer parti. Pour cela, il faudrait en particulier qu'elles développent leur capital humain, qu'elles réduisent considérablement le potentiel de conflit avec ce partenaire essentiel qu'est l'entreprise. L'université de la décentralisation se poursuivra dans les prochains mois à l'intérieur du Sénégal. Kaolack, la prochaine destination. La campagne de vulgarisation du schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO a pris la direction de l'axe nord du pays, à Saint-Louis précisément, pilotée par le ministre en charge de l'intégration africaine. Cet outil vise à donner plus d'élan au commerce intra-régional, nous dit Lamine Touré. Après Kaolack, le schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO a atterri à Saint-Louis, bien accueilli à travers cette mobilisation des opérateurs économiques de la région. L'outil vise à accroître le commerce intra-régional. Le constat est fait que les échanges intracommunautaires demeurent encore très faibles parce que ces échanges vacillent entre 15 et 18%. Ce qui est extrêmement faible comparé à d'autres communautés qui sont à peu près 70%. Ce qui fait que donc le ministère a entamé une campagne de vulgarisation de ce schéma qui est un instrument novateur dont le but est de promouvoir et d'intensifier les échanges entre les 15 États membres de la CEDEAO. Un pas de plus qui vient en complément au tarif extérieur commun entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Le développement, en tout cas, du commerce communautaire ne peut pas se faire sans le démantèlement des barrières tarifaires. Et c'est l'objectif de ce schéma. L'instrument, encore une fois, n'est pas connu des populations. Donc, le ministère a entamé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une démarche allant dans le sens
de sillonner le territoire national pour que véritablement ce schéma soit connu, que les populations se l'approprient véritablement pour une augmentation sensible des échanges au sein de la CEDEAO. Le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance est aux côtés des administrés de la CEDEAO, une démarche de proximité qui donne espoir aux acteurs de base quant à la réussite de cette politique. Le marché s'agrandit et c'est sûr que donc, les chiffres d'affaires vont s'accroître avec un outil comme ça et un marché plus grand. D'autres régions du pays vont accueillir cette campagne de vulgarisation du schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO. Avec 320 millions d'habitants, une intégration effective va propulser cet espace dans une mondialisation où il jouera pleinement sa partition. Dans la rubrique métier, nous parlons ce soir de la profession de commissaire-priseur. Ces officiers sont en charge de la vente aux enchères. Au Sénégal, le métier n'est pas bien connu. Pourtant, les commissaires-priseurs joueront un rôle important dans l'exécution de certaines décisions de justice. On en parle avec Luce Bizarre. L'huissier de justice fait son procès verbal de saisie-vente. Au bout d'un mois, il le transmet au commissaire-priseur. Ce dernier est chargé en retour de procéder à l'enlèvement des biens. Le sens commun reconnaît donc le commissaire-priseur sous une casquette de vendeur adjugé vendu et pourtant, il occupe la fonction d'officier public ministériel. Donc, il y a deux casquettes. La casquette du public, officier public, on est fonctionnaire. Et en même temps, on est profession libérale. Donc le commissaire-priseur est un officier public chargé principalement, sa charge principale, c'est la vente aux enchères publiques. Les commissaires-priseurs ont donc le monopole de toute vente aux enchères publiques. Il s'agit de tous les biens mobiliers et même qui peuvent exister. Donc tout ce qui est meuble, tout ce qui n'est pas foncier, sol, bâtiment, etc., c'est considéré comme meuble et donc de la compétence du commissaire-priseur. La deuxième compétence du commissaire-priseur, c'est la participation à l'exécution des décisions de justice. Nous participons à cette exécution au dernier maillon de la chaîne, comme on dit, au dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire quand l'huissier a saisi, il a envoyé le commandement, le débiteur ne s'est pas exécuté, l'huissier va saisir au bout d'un certain temps. Il fait la saisie vente, immédiatement la saisie vente, il saisit les objets. Il faut que ce soit mis en vente par un commissaire-priseur. Et le débiteur a encore un mois pour s'exécuter. Passé ce délai, l'huissier de justice donne la saisie au commissaire-priseur. Qui va pour faire le récolement, l'enlèvement, le transport des objets dans son magasin. Il va garder ces objets et à la date prescrite pour la vente, il va vendre ces objets-là, selon la procédure de la vente aux enchères publiques. Nous avons nos études, nos cabinets, et quand nous recevons des dossiers, il y a un tarif sur lequel nous nous basons pour notre rémunération. Par exemple, si nous recevons un dossier de l'huissier de justice, nous devons procéder à la vérification des objets saisis, nous devons procéder au transport des objets saisis, nous devons les garder, assurer leur sécurité, mais nous devons aussi procéder à la publicité, faire des annonces de vente. Après la vente d'objets saisis, il y a un produit de vente sur lequel les commissaires-priseurs défalquent leur rémunération. En cas de vente volontaire, l'acheteur paye 12% d'honoraires au commissaire-priseur en sus du prix d'adjudication. Par exemple, les frais que nous avons déjà supportés, il y a des factures de la publicité, il y a le coût du transport, il y a le procès-verbal de vérification qui a un coût. Nous les produisons et nous défalquons d'abord ces sommes et nous prenons notre rémunération. Ensuite, nous envoyons le reste à l'huissier exécutant. Pour ce qui est de la vente aux enchères, le plus offrant sera déclaré adjudicataire. Cette intervention confère au commissaire-priseur un rôle de médiateur. Si par exemple l'huissier de justice ou l'avocat a un titre exécutoire mais ne peut pas procéder à l'enlèvement, c'est le commissaire-priseur à qui il revient de procéder à l'enlèvement du matériel, de le vendre pour que force reste à la loi. Sinon, il ne sert à rien de faire une procédure de justice. Si par exemple on a un titre exécutoire que l'avocat ne peut pas exécuter, que l'huissier ne peut pas exécuter parce qu'il a déjà fait les actes qui lui revenaient,
la signification commandement tendant à saisir, le procès-verbal de saisie. Maintenant, il reste à enlever le matériel saisi pour le vendre et avoir une certaine somme à remettre au requérant. En matière de vente judiciaire, les commissaires priseurs passent souvent